Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons attaquer maintenant la structure de la matière, c'est-à-dire des solides. Et comme d'habitude, nous allons y aller progressivement. Nous commencerons par des choses très simples, ici nous resterons très qualitatifs, très descriptifs, et nous verrons progressivement des choses de plus en plus sophistiquées. Alors, nous avons vu que les atomes peuvent se lier entre eux par des liaisons chimiques, et ainsi former des molécules. Mais un grand nombre de molécules, un grand nombre d'atomes peuvent se lier entre eux pour fabriquer des milieux de plus grande taille. Par exemple, si les atomes ont une valence 4, ils peuvent se lier à 4 voisins, et donc ils peuvent former un réseau comme ceci par exemple. Formant ainsi un quadrillage. Évidemment, les atomes ont une structure à 3 dimensions, les liaisons peuvent avoir différentes orientations, et donc encore faut-il, pour un tel réseau, que les 4 liaisons puissent se former dans le plan, ce qui n'est en général pas le cas. Les atomes peuvent s'associer de différentes manières. Alors, il y a différents types de structures, nous allons en passer quelques-unes en revue, les plus importantes. D'abord, les atomes peuvent former des polymères, donc s'associer sous forme de chaînes. Par exemple, le polyéthylène est formé d'atomes de carbone avec une double liaison, puis une simple liaison, une double, une simple, une double, et alternativement, ainsi de suite. Nous n'avons pas présenté ici les atomes d'hydrogène, comme on le fait fréquemment, comme j'avais déjà parlé. On les rajoute facilement, puisque chaque atome de carbone a 4 liaisons, on rajoute facilement l'atome d'hydrogène correspondant. Une telle polymérisation, comme on appelle, se fait avec des monomères, ici des molécules d'éthylène, auxquelles on fixe une liaison OH au lieu d'une liaison H, et une liaison H et OH s'attachent facilement ensemble en libérant HOH, c'est-à-dire en libérant une molécule d'eau. Pour cela, on utilise un milieu et un processus physico-chimique qui a une grande affinité pour l'eau et facilite ainsi la liaison chimique. On peut avoir ainsi une liaison de, ceci s'appelle un monomère, pour former un polymère qui peut être composé de dizaines, centaines, milliers de monomères. On peut donc obtenir de très longues chaînes de polyéthylène, polystyrène, etc. On retrouve ainsi de telles structures polymérisées dans les plastiques. Tous les plastiques sont conçus de cette manière. C'est également le cas des caoutchoucs synthétiques. On trouve également ça dans la nature, avec par exemple des liaisons de sucre qui donnent de l'amidon ou de la cellulose. Cellulose qui n'est autre qu'un très très long agencement de molécules de glucose attachées les unes aux autres. Et c'est également le cas des protéines qui sont des attachements d'acides aminés pour former de longues chaînes. Lorsque ces polymères sont alignés tous parallèlement, cela forme des fibres. Par exemple, les fibres du bois sont composées de cellulose et de lignite. Les fibres peuvent aussi être plus ou moins enchevêtrées les unes dans les autres. C'est fréquemment le cas des plastiques ou des caoutchoucs. Et on rajoute en plus ce qu'on appelle une charge. Donc, un matériau comme du polyéthylène, du polystyrène, ce n'est pas la molécule de polyéthylène, du polystyrène pur. Ça coûterait trop cher, les propriétés physiques ne seraient pas bonnes. On rajoute une charge, qui peut être par exemple du sable, tout simplement, pour améliorer, pour diminuer le coût, mais aussi pour améliorer les propriétés mécaniques, physiques et mécaniques. On peut aussi provoquer des réactions chimiques entre les chaînes elles-mêmes pour former des ponts.
Donc on peut avoir par exemple une longue chaîne avec des ponts formés par exemple de 2 atomes de soufre formant ainsi un réseau maillé, des ponts disulfure, un réseau maillé qui rend le matériau beaucoup plus compact et résistant. Ce procédé de rajout de ponts disulfure est appelé vulcanisation. Il est utilisé par exemple avec les caoutchoucs qui servent à faire les pneus des automobiles pour avoir des caoutchoucs plus résistants au frottement et à la chaleur. Sinon, les gommes des caoutchoucs seraient trop molles et les pneus s'useraient extrêmement vite. En dehors de ces structures, qu'on va dire fibreuses, on a les structures cristallines. Dans ce cas-là, les atomes se lient ensemble et forment une structure périodique, comme ici. Donc, on a une structure qui se répète, et la structure la plus élémentaire est appelée une maille. On peut ainsi, par exemple, avoir une maille cubique, sous la forme d'un cube, qui est en fait formée de 8 atomes, 4 atomes empilés sur 4 atomes. On peut avoir des mailles rhomboédriques, qui sont des mailles cubiques mais inclinées, un peu comme la tour de Pise. On peut avoir, sauf que la tour de Pise est cylindrique. On peut avoir des mailles hexagonales. Donc les atomes forment un hexagone, plus des liaisons verticales pour former un pilier à face hexagonale. Il y a de nombreuses structures comme celle-là, il n'y en a pas un nombre infini. C'est d'ailleurs un des premiers objets d'un cours de cristallographie, c'est de déterminer quelles sont les structures possibles. Parce que il faut encore que ces mailles s'assemblent pour former un matériau complet. Donc il faut qu'elles puissent s'assembler sans coincer, former de trous, pour que ça puisse se répéter indéfiniment. C'est typiquement ce qu'on appelle un pavage de l'espace. Comme on a les pavages du plan, vous pouvez paver le plan avec des carrés, avec des rectangles, avec des triangles, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire avec des hexagones, mais il n'est pas possible de paver le plan avec des pentagones tous réguliers. Vous pouvez essayer. Et pour l'espace, il y a un peu plus de possibilités, un peu plus de richesse, mais ça reste en nombre fini. Donc les cristallographes vont classer toutes ces structures. Nous reviendrons un peu là-dessus plus tard. Selon les liaisons chimiques, cela forme des mailles de différentes formes. Par exemple, le sel de cuisine, le NaCl, forme des structures cubiques. Dans ce cas-là, alternativement, pour les atomes sur le cube, on a sodium, chlore, sodium, chlore, sodium, chlore. Donc on a une répétition des sodium, chlore qui sont alternativement. Chaque sodium étant lié au chlore voisin. La glace d'eau peut prendre toutes sortes de structures, essentiellement selon les températures qui peuvent être très basses et les pressions. Il y a de nombreuses formes de glace, mais la glace à pression ambiante et à une température un peu en dessous de zéro forme une structure hexagonale comme celle-là. Souvent, la formation des cristaux se fait par croissance. On a donc au départ un cristal, petit, et des atomes viennent s'ajouter dessus, se lier, pour faire grossir le cristal. Ce phénomène de diffusion fait que les atomes ont tendance à s'attacher aux extrémités, aux pointes. Donc si vous avez un cristal qui a formé des excroissances, des atomes qui se déplacent au hasard auront plutôt tendance à se lier aux pointes qu'elles vont rencontrer en premier. Cela peut donner des formes extrêmement riches et extrêmement belles. Avec l'eau, par exemple. Ça forme ainsi ce qu'on appelle les flocons de neige que vous connaissez. On dit qu'il n'existe pas deux flocons identiques. C'est possible, je n'ai pas vérifié, c'est difficile. En tout cas, il y a une énorme richesse dans la structure et la forme des flocons de neige. Une autre structure, c'est la forme cubique face centrée.
Donc on a une forme cubique, avec en plus des atomes au niveau du centre des faces. C'est la structure appelée cubique face centrée. C'est la structure que prend le carbone dans le diamant. C'est une structure compacte. Elle fait partie des deux structures les plus compactes. Il y a la structure centrée et la structure face centrée qui sont particulièrement compactes. Mais je vous disais, comme avec l'eau, qu'il peut y avoir plusieurs structures, c'est le cas du carbone. Le carbone prend une autre forme, très commune, le graphite, que l'on retrouve dans les mines de crayon. Le graphite est formé de feuilles, de simples feuilles, et chaque feuille a une structure hexagonale. Une répétition d'hexagones dans un plan. Et on a un empilement des plans les uns sur les autres. C'est ce qui donne les propriétés particulières du graphite. C'est un très bon lubrifiant, parce que les différents plans peuvent glisser facilement les uns sur les autres. Et donc, ça forme ainsi un très bon lubrifiant. En ayant aussi une seule feuille, une couche monoatomique, on obtient ce que vous devez connaître sous le nom de graphène, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Les cristaux ne forment donc un agencement périodique, mais ils ne sont presque jamais parfaits. Il y a des défauts. Les défauts sont de différents types. Un défaut très courant, ce sont les lacunes. Dans notre réseau ici, c'est comme si j'enlevais cet atome-là et cet atome-là. On a deux trous. C'est très fréquent. Ces lacunes peuvent rester vides, ou plus souvent, elles peuvent contenir des impuretés. Des atomes d'une autre nature qui sont suffisamment petits et qui viennent s'insérer dans le réseau. Parfois, ils peuvent même s'insérer entre les mailles s'ils sont suffisamment petits. Et un exemple très connu, c'est le fer. Le fer pur est un métal relativement tendre, mais on lui ajoute souvent du carbone, qui forme des impuretés, d'ailleurs qui tendent à se regrouper dans ce qu'on appelle les joints de grains, nous allons voir ça. Et selon la quantité de carbone, on obtient de la fonte, très riche en carbone, très dure, cassante, ou de l'acier, dans lequel une partie du carbone la partie carbone est plus faible. L'acier étant un matériau très résistant. Un autre type de défaut, c'est ce qu'on appelle les dislocations. Ce sont des défauts dans la structure cristalline. Par exemple, les atomes, comme ici, sont alignés, et puis il y a un décalage. Lié d'un côté, et puis, pouf, lié de l'autre côté, avec ici une absence de liaison. Avec à nouveau une structure régulière en dessous. Ce type de défaut est très courant. De même qu'on a les macles, qui sont des superpositions de deux orientations du réseau différentes. Une orientation comme ici, et puis une orientation tout d'un coup qui est plutôt en diagonale, formant une zone plutôt perturbée dans les liaisons, ce qu'on appelle une macle. Et notons que les dislocations, comme celle-ci, se propagent facilement dans un matériau. Par exemple, la liaison ici peut se défaire et se refaire avec l'autre. Puis celui-là se refaire avec l'autre, et ainsi de suite. Et donc, cette anomalie peut se propager à travers le matériau assez facilement. Souvent, il est difficile de casser d'un seul coup l'ensemble des liaisons. Et la plupart des matériaux ne sont pas des matériaux cassants, et leur déformation se fait par propagation de dislocation. Il arrive aussi que les dislocations sont tellement nombreuses qu'elles sont enchevêtrées les unes dans les autres et qu'elles se bloquent l'une l'autre. C'est le phénomène qu'on appelle l'écrouissage. On peut s'en servir, par exemple, avec l'acier. On le soumet à différentes contraintes mécaniques, en l'écrasant ou en le frappant avec un marteau dans une forge. C'est une technique de forgeron. Et on crée ainsi artificiellement de nombreux défauts dans la structure cristalline, par ces contraintes mécaniques, jusqu'à ce que toutes ces contraintes soient imbriquées les unes dans les autres,
et rendent le matériau plus solide, plus dur, mais aussi plus cassant. Un autre type de structure, ce sont les structures amorphes. Alors, dans les structures amorphes, les atomes sont liés un peu n'importe comment, sans structure régulière. L'organisation est aléatoire à l'intérieur. Un exemple très connu, c'est le verre. Le verre est un matériau amorphe. Le verre est composé d'atomes, de molécules de silice. Et les molécules de silice sont organisées de manière très chaotique à l'intérieur du matériau. Analyser ces structures est d'ailleurs assez complexe parce que, à cause de leur structure aléatoire, il faut faire appel à la physique statistique avec des outils assez ardus tels que les réseaux aléatoires ou les matrices aléatoires. C'est tout un domaine assez pointu de la physique mathématique. Notons que, en verrerie, on parle parfois de cristal, des verres en cristal, des lustres en cristal. En réalité, ce ne sont pas des cristaux au sens que nous venons de voir. C'est du verre, c'est des matériaux amorphes. Simplement, le verre appelé cristal a une telle qualité, une telle pureté, qu'il a des propriétés qui ressemblent aux cristaux. D'où le nom de cristal qui lui a été donné. Mais ce n'est pas du cristal au sens de la physique. Dans les cristaux, il y a ce qu'on appelle les monocristaux. Donc un monocristal, c'est un bloc d'un seul tenant avec une structure cristalline bien donnée. En fait, ces structures sont assez rares. La plupart du temps, on n'a jamais des cristaux de grande taille. Les cristaux sont presque toujours de très petite taille. C'est tellement rare que souvent ces monocristaux sont chers. C'est le cas des cristaux en joaillerie. Le diamant, le rubis, les émeraudes et bien d'autres pierres précieuses ou semi-précieuses. Mais il existe aussi des cristaux qui forment de grands cristaux et qui ne sont pas chers. C'est le cas du sel de cuisine. Il est très facile de former des cristaux de grande taille avec le sel. Ou alors le quartz. Le quartz forme des cristaux de grande taille, mais le sel gemme est tellement facile à fabriquer et le quartz est tellement abondant dans la nature qu'ils n'ont pas de prix très élevé. Par contre, les autres sont beaucoup plus rares. La plupart du temps, il y a de nombreux petits cristaux. Et on parle de matériaux polycristallins. Dans un polycristal, on a de très nombreux petits cristaux qui sont tous orientés aléatoirement. L'un est orienté comme ça, l'autre à côté orienté comme ça, l'autre à côté comme ça, etc., etc. Et donc tous ces petits cristaux sont emboîtés les uns dans les autres avec des orientations variées. Entre chaque cristal, les orientations étant différentes, il y a pas mal de défauts au niveau de l'interface que l'on appelle des joints de grains. Chaque petit cristal formant un grain et l'interface étant appelée joint de grains. On y trouve fréquemment des impuretés, comme le carbone dans les aciers. Notons que la plupart des matériaux cristallins se forment par nucléation. Donc on a au départ un liquide, qui peut être une solution, comme pour le sel de l'eau salée, et qui va cristalliser par évaporation de l'eau, ou par fusion et refroidissement, comme un métal liquide qui se refroidit dans un moule. Il y a nucléation, c'est-à-dire formation des centres de formation de petits cristaux, des noyaux, nucléation. Ça peut être un petit cristal qui se commence à se former spontanément, ou la présence d'une poussière, d'une impureté, qui va provoquer des liaisons d'atomes autour d'elle et commencer à former un cristal. S'il y a un grand nombre de centres de nucléation, c'est en général le cas, on a formation d'un grand nombre de petits cristaux. Notons qu'en métallurgie, les polycristaux sont plus solides
que les monocristaux. Les polycristaux, avec tous leurs interfaces de joints, tous leurs joints de grains, bloquent les dislocations et rendent le matériau plus résistant. Donc, sauf exception, les métallurgistes cherchent à obtenir des matériaux polycristallins avec de petits cristaux et donc utilisent des processus de fabrication qui favorisent une nucléation nombreuse de nombreux petits cristaux. Les cristaux et les polycristaux sont extrêmement abondants dans la nature. Je ne parle pas des substances vivantes, organiques, qui ont plus souvent des structures de type polymère, de type fibre. J'ai parlé de la cellulose, de la lignite, ou des protéines, ou des lipides, qui sont aussi de longues chaînes. Mais les matériaux minéraux, donc hors du vivant, sont très souvent des polycristaux. C'est le cas des métaux, tous les métaux. C'est le cas de la grande majorité des roches. À quelques exceptions près, l'amiante, par exemple, a une structure fibreuse. C'est une rare exception. Ce sont ces fibres rocheuses de l'amiante qui font qu'elles sont si toxiques dans la fabrication. On le sait maintenant. L'amiante est un bon isolant et une bonne protection contre le feu. Mais malheureusement, les fibres d'amiante, très petites, très fines, peuvent venir s'incruster dans les poumons et provoquer des cancers. Donc les cristaux, c'est extrêmement abondant dans la nature. C'est sans doute une des structures les plus fréquentes. Et donc important de les connaître. De plus, les propriétés des cristaux les rendent très utiles. Alors voilà, donc nous avons eu maintenant ici une description qualitative, dans les grandes lignes, des structures de la matière. Donc nous allons entrer dans les détails. Donc nous allons commencer simple et court. Nous allons voir les différents types de liaisons interatomiques, quelque chose que nous avions déjà vu en partie. Nous allons voir le lien entre ces liaisons interatomiques et les structures cristallines qui en découlent. Je vous remercie.